ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Toltico, le podcast où on parle tactique. Et pour m'accompagner pour ce 7e et dernier numéro, Jules Gris, journaliste ActuFoot 06. Bonjour Jules. Bonjour Rida, comment tu vas ? Très très bien, merci. Et également aujourd'hui on va parler système de jeu tactique, c'est le but de ce podcast. Et pour nous accompagner dans ce magnifique podcast, on a la chance et l'honneur d'accueillir avec nous Monsieur Claude Puel. Bonjour Monsieur Claude Puel. Bonjour. On va commencer tout de suite par une question qu'on peut se poser quand on construit son dispositif de jeu, quand on est jeune coach en tout cas. Quels sont les points importants à garder en tête quand on est en début de saison, qu'on a un effectif avec nous et qu'on veut construire un petit peu cette base pour la suite de la saison? Je pense que d'abord on fait référence à son effectif, comment il est conçu et quels sont les joueurs prépondérants de cet effectif, comment on peut les mettre sur le devant, bien les entourer. Et en second lieu, on détermine un schéma tactique qui va pouvoir leur permettre de s'épanouir et leur donner des principes de jeu. Est-ce que justement du coup vous attendez d'avoir, on va dire, votre effectif complet pour vous adapter également à cet effectif, ou est-ce que vous avez dans votre tête quelque chose en place et que vous souhaitez plutôt faire en sorte que vos joueurs s'y adaptent? Non, ça dépend des responsabilités qu'on peut avoir au sein d'un club, que ce soit d'un petit club ou d'un grand club. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en possibilité de construire son effectif. À partir de là, on a un style de jeu, on essaie de recruter des joueurs qui vont être dans ce système-là et dans cette qualité de jeu qu'on veut mettre en place. Ou alors on arrive dans un club où il y a un effectif qui est déjà en place. Et là par contre, il faut s'adapter à son effectif et concevoir pour l'instant, au début de la préparation, un système qui va leur permettre, comme je disais, de bien jouer et de se retrouver ensemble. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez eu peut-être un schéma de jeu préférentiel, un schéma que vous avez plus utilisé que les autres peut-être ? Déjà, je trouve qu'il y a une prépondérance à ce moment d'une défense à 3, même je dirais à 5 le plus souvent. Moi j'aime bien la défense à 4 parce que ça permet d'avoir plus de monde au milieu, ça permet de faire un pressing plus haut et d'avoir je dirais un dispositif équilibré. Après, il m'est arrivé souvent de changer de dispositif en cours de saison et de préparer le groupe, l'équipe à jouer dans différents systèmes. De par les joueurs qui étaient alignés, qui préféraient un système ou du moins qui pouvaient s'épanouir dans un système plutôt qu'un autre. Également de temps en temps de s'adapter par rapport à l'adversaire, ce que j'ai fait très peu souvent. Mais en cours de jeu, il est possible également de donner des orientations de jeu, de le donner un système plus défensif, plus offensif. Et donc de le changer si par exemple on veut gagner le match ou on veut revenir au score. Je dirais il faut garder un système qui reste toujours équilibré, mais avec une prépondérance, avec plus d'offensif, et donc on va mettre un système en place que les joueurs auront vu à l'entraînement ou dans différentes parties avant. Il ne faut pas être omnibulé par le système. Pour moi, on parle beaucoup de système chez les jeunes entraîneurs ou chez les suiveurs, les journalistes des systèmes, comme quoi ça serait quelque chose d'énorme et prépondérant. Ce n'est pas le système qui fait la différence, c'est l'animation. Tous les systèmes sont valables. Après, un système, on le conçoit avec des joueurs offensifs ou avec des joueurs défensifs. Et c'est à partir de là que l'animation va être différente. On parlait tout à l'heure de la défense à 5. Si les joueurs en piston sur les côtés, on met des ailiers et qui sont capables d'avoir un répondant physique pour faire des allers-retours, participer défensivement et surtout apporter offensivement,
ben, on parle de défense à 3. Et là, à partir de là, les joueurs en piston sur les côtés sont très importants offensivement, avec de la qualité de centre. Ce sont des véritables attaquants. Et là, on est offensif. Si on met des défenseurs sur les côtés, il y en a déjà trois défenseurs axiaux, on ne peut pas parler du défense à 3. Non, on défend à 5, on se replie à 5, c'est-à-dire qu'on conçoit de se mettre bas sur le terrain, de jouer essentiellement le contre, mais on ne peut pas parler d'équipe offensive qui va imprégner le jeu, qui va s'imposer chez l'adversaire ou qui peut jouer face à une défense renforcée, bloc bas. Donc c'est pour ça que encore une fois, c'est la composition des joueurs d'un système précis qui en fait la pertinence. C'est-à-dire, est-ce qu'on va jouer offensivement ou est-ce qu'on va jouer défensivement ou on va jouer jeu direct ou jeu de contre ou alors un jeu un peu plus de possession. Quand justement, pour faire référence à ça, quand vous étiez à l'OGC Nice sur la saison 2015-2016, il me semble, justement, quand vous avez mis Jérémy Pied sur ce côté droit en espèce de piston, là justement, c'est dans l'optique de jouer dans un 3-5-2 avec des ailiers, notamment avec Ricardo de l'autre côté, son pendant. Avec des joueurs un petit peu offensifs qui étaient capables justement de faire des... Ça c'est encore autre chose. Ouais. C'était une défense à 4, donc c'était encore plus, je dirais, intéressant, puisqu'il y avait 2 défenseurs axiaux et sur les côtés il y avait 2 joueurs qui étaient très bons sur l'aspect offensif. Il fallait qu'ils le soient également sur l'aspect défensif. Mais pour moi, la priorité, c'était l'aspect offensif. C'est pour ça que j'ai reconverti beaucoup de joueurs qui étaient ailiers, qui avaient d'ailleurs des difficultés à s'épanouir à un très haut niveau, et en les faisant reculer, qui ont fait d'excellentes carrières. On pense à Mavi, qui était également ailier gauche, on pense à Jérémy Pied, on pense à Palin, qui était un milieu défensif, et je l'ai mis sur un côté. Plus loin, ça a été Debuchy quand j'étais à Lille. Donc il y a énormément de joueurs que j'ai convertis parce qu'ils avaient une patte et une qualité de centre et de dernière passe qui était intéressante. Mais après, il fallait leur donner les aspects tactiques, les aspects défensifs, le jeu de tête, le sens tactique dans les couvertures, parce que le rôle de latéral, par exemple, est très important et très difficile à assimiler sur le plan tactique. Mais c'était ça. Et quand on a joué avec Ben Arfa, par exemple, j'ai mis Ben Arfa, pour moi, à tête de gondole, qui était le joueur sur lequel il fallait le laisser s'exprimer et essayer de construire un système. Et donc, je ne voulais pas l'isoler sur un côté, je l'ai recentré, je l'ai mis derrière 2 attaquants comme Pléa et Germain. Et ensuite, on a fait un milieu à 3, et c'est-à-dire c'était un 4-4-2 en losange pour que Hatem puisse s'exprimer, mais avec des joueurs autour de lui qui avaient toute une sensibilité technique. Et que ce soit du latéral, du gardien de but, du moindre défenseur, du moindre milieu de terrain, du moindre attaquant, il fallait qu'on se retrouve sur cette qualité technique. Et c'est vrai que notre priorité, c'était pas de rentrer dedans, d'être physique, d'avoir systématiquement de la puissance, mais c'était d'avoir une certaine possession, une qualité de jeu qui permettait à l'équipe et aux joueurs de s'exprimer. Et c'est pour ça que là, on a mis, je dirais, un système assez audacieux, un 4-4-2 à losange qui est peu répandu, mais qui permet de rassembler des joueurs avec une sensibilité technique, et je pense que c'était très intéressant. D'où l'importance de l'animation justement, parce que c'est dans un dispositif comme ça, quand on a un joueur en plus comme ça, l'animation est quelque chose de prépondérant. Oui, bien sûr. Je veux dire par là que si, par exemple, on a 2-3 joueurs qui ont une qualité de jeu, comme on parlait d'Hatem, on parlait de différents joueurs qui avaient une sensibilité, ou le petit Cosiello, mais si on les met dans un football où il faut se battre, aller systématiquement au duel, où il n'y a pas de possession, où il n'y a pas de ballon, et que la priorité c'est de récupérer des ballons et des attaques rapides,
C'est pas possible, Ouais. ils ne peuvent pas s'exprimer. Ouais. Par contre, si on a un jeu de qualité, de possession, mais avec une certaine verticalité et avec des joueurs qui sentent le jeu et qui sont à disposition de tous ces joueurs-là, eh bien, on arrive, ces joueurs peuvent s'exprimer et contre n'importe quelle équipe, même en face avec des joueurs puissants, athlétiques, qui sont très forts dans les duels. Mais quand on a la qualité technique, on évite les duels et on s'impose par la patte technique. Et c'est pour ça que c'était intéressant ces années-là à Nice, où on a mis en place des joueurs techniques à différents étages, à différentes années, puisque c'était les années d'Iga, c'était les Boutéac, Civitani, etc. Et puis c'était des années Cosiello, Mendy, Seri, et puis Germain, Pléa, etc. Voilà, comme je dis, j'avais la possibilité de construire mon effectif, même s'il n'y avait aucun moyen, mais chaque fois je recherchais des joueurs qui avaient une qualité technique et avec des joueurs qui avaient des qualités différentes, pouvaient se rassembler et apporter des choses différentes sur le terrain. Il y avait des joueurs de percussion comme à thème, il y avait des joueurs de passe, il y avait des joueurs qui équilibraient le dispositif. Et tout ça c'est un collectif, c'est une alchimie. C'est une association de joueurs avec des qualités différentes, mais avec une priorité pour moi qui est la qualité technique. Et ça va permettre vraiment de jouer au ballon et de pouvoir jouer contre n'importe quelle équipe. Et encore une fois, moi je suis précepte d'imposer son jeu. Pas de dire on va jouer contre telle équipe, il faut changer de système, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut jouer défensif, il faut jouer derrière. Non, pourquoi ? On met en place un jeu et on joue son jeu contre n'importe quelle équipe. On sait que telle équipe a tel point fort, on y fait attention. Mais on ne va pas tout changer son jeu et déjouer, entre guillemets, pour essayer de faire déjouer l'adversaire. Ouais. Non, c'est le risque. On perd ses repères, on perd sa qualité. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous parliez de l'importance des joueurs techniques, c'est quelque chose qui vous a suivi, c'est une idée qui vous a suivi tout au long de votre carrière. On parlait de l'OGC Nice, mais il y a aussi tous les autres clubs de Ligue 1 par lesquels vous êtes passé, même en Angleterre. Oui, bien sûr. Parce que j'ai eu quand je suis parti de Monaco, j'ai été une sorte de directeur sportif. J'avais 2 fonctions, entraîneur et directeur sportif. Et je recrutais les joueurs également, où je me séparais de certains joueurs. Et donc ça me permettait de construire des équipes qui avaient une sensibilité technique, qui jouaient au ballon. J'ai eu la chance d'évoluer à Monaco, où c'était une obligation de jouer au ballon. Et chaque fois, on jouait les 3 premières places. Et quand j'ai été entraîneur, j'ai eu à ma disposition une équipe très très jeune, mais de qualité extraordinaire sur le plan technique. Et ces joueurs-là, on les a retrouvés dans toute l'Europe. Et avec un titre de champion à la clé en 2000, c'était les Sagnol, Cristambal, Marquez, Léonard, Julie, Gallardo, Simone, Trezeguet, Lamouchi. Enfin, c'était une équipe qui jouait au ballon de façon extraordinaire, très jeune, beaucoup avaient 20 ans, mais c'était magnifique. Et quand je suis venu à Nice, j'ai rappelé pour moi ce qu'était Nice, les années 70, avec Joël, Hugues, Guillou, Katalinski, Biekovic. Pour moi, c'était ça, les Nice. C'était une qualité technique qui s'était perdue petit à petit quand on a changé de propriétaire, d'entraîneur, etc. Et qui est devenue une équipe de combattantes qui se battaient, qui jouaient direct. Mais moi, j'attendais autre chose et de retrouver cet aspect technique et de qualité de jeu. C'est pour ça que dès mon arrivée, et même encore une fois, si on était interdit de recrutement à titre onéreux, c'est-à-dire on ne pouvait pas faire de transfert, mais on a essayé de recruter des joueurs, même dans des divisions inférieures, qui avaient une sensibilité technique et qu'on allait faire progresser. Et ça a été le but et pour moi c'est très important. Oui. Comment le métier d'entraîneur a évolué entre justement vos débuts avec l'AS Monaco et ce qu'on peut connaître aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution majeure ou est-ce que vous trouvez que c'est à peu près la même chose mais que peut-être qu'il y a plus de visibilité en tout cas sur ce poste?
Il y a beaucoup à en dire. Je dirais le métier a beaucoup évolué. Peut-être pas dans le bon sens. Parce qu'on laissait une certaine liberté quand même à l'entraîneur pour pouvoir s'exprimer et construire un effectif. Alors que maintenant, avec l'arrivée de fonds, de grosses fortunes, les clubs sont rachetés et on met en place de suite une nouvelle direction, des nouveaux dirigeants, un nouvel entraîneur. On choisit le staff pour l'entraîneur, on choisit les joueurs pour l'entraîneur, on fait partir les joueurs sans trop demander à l'entraîneur, et l'entraîneur doit très vite s'adapter et puis prendre les rênes d'une équipe et en tirer le meilleur parti à très court terme. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le métier est différent, on n'a pas le temps de construire entre guillemets quelque chose. Il faut être prêt de suite, mais il faut regarder un petit peu l'effectif qui est à sa disposition, parce que des fois, si on va dans des galères entre guillemets, il faut assumer, et on est tout seul pour assumer ça, alors que ce travail a été fait par d'autres. Pour moi, c'est la grosse évolution que je vois du métier et sur laquelle il faut s'adapter. Justement, on parlait d'adaptation, c'est un petit peu aussi le rôle premier presque de l'entraîneur, souvent s'adapter à l'effectif qu'il peut avoir, à ce qu'il peut mettre en place, etc. C'est une qualité que doit avoir l'entraîneur, entre peut-être même la patience, mais également cette adaptation constante de saison après saison. Bien sûr, bien sûr. Quand je suis parti de Nice, je n'ai pas voulu enchaîner de nouveau en France, dans les associations. J'avais la cinquantaine passée. Je me dis, bon, si je tente pas une expérience à l'étranger, je passerai le cap, quoi. Alors j'ai décidé de partir. J'étais en Angleterre, d'abord en faisant une saison pleine à Southampton, et puis après en étant à Leicester, en arrivant à un cours de saison. Et ça, c'était la première fois que je le faisais, parce que j'aime bien démarrer au départ, concevoir justement un effectif et puis avancer. Et là, de prendre un effectif avec une équipe en difficulté, de réceptionner les joueurs, de voir l'effectif de suite. Et j'avais 3-4 jours pour préparer. C'est court. Donc c'est un truc de dingue, il faut aller très très vite, il faut aller à l'essentiel. Il y avait beaucoup de monde qui passait par mon bureau parce que tout le monde était de bonne composition et voulait essayer de m'aider. Mais il fallait faire attention de ne pas se laisser submerger par une quantité de détails. On allait se perdre et il fallait rester à l'essentiel. C'est pour ça que c'était un travail qui était très intéressant, qui était nouveau pour moi. Et de s'adapter, de corriger l'équipe, d'aller à l'essentiel, d'aller au résultat, tout en mettant des petites choses en place pour voir son effectif évoluer et aller dans la bonne direction, dans ce qu'on voulait. Donc c'était un travail qui était riche, intéressant, que j'ai effectué à Leicester, à Saint-Étienne également dans des conditions difficiles, et c'était très intéressant et très formateur. Justement, j'allais parler de l'Angleterre. Est-ce que vous avez pu observer, en passant du coup de la France de l'autre côté de la Manche, des différences au niveau des principes de jeu chez vos adversaires et aussi des joueurs que vous aviez avec vous dans votre effectif? Disons que l'Angleterre, c'était une opportunité extraordinaire parce qu'ils recrutent des joueurs, ils ont une surface financière dingue. Et ils recrutent des joueurs, et si jamais ils ne font pas l'affaire, ils sont renvoyés avec la réserve, sans autre mode de management, et personne ne dit rien. Et donc, c'est des joueurs qui ont coûté 35, 40 millions. J'avais, à mon arrivée à Leicester, par exemple, j'avais une quarantaine de joueurs à ma disposition. On ne peut pas s'entraîner à 40. Ouais. Donc il fallait faire la part des choses, il fallait regarder un petit peu la composition de l'effectif. J'en ai repris de ceux qui étaient avec la réserve parce que je trouvais justement qu'ils avaient des qualités intéressantes.
Et je me suis fait un petit peu cet effectif et je n'ai pu avoir une action sur mon effectif qu'au mercato d'été et au mercato hivernal suivant. Et petit à petit, voilà, on a redressé une situation, bien sûr, et puis l'effectif, j'ai gardé 4-5 joueurs de l'effectif parce que pour moi, ils correspondaient à ce que je voulais, notamment sur le plan technique. Et c'est vrai que comme ils ont une surface financière intéressante, bien sûr qu'on ne pouvait pas concurrencer Liverpool, Arsenal, Chelsea, toutes les grosses équipes. Mais on voulait aller rivaliser. Donc je regardais pour des jeunes joueurs qui avaient un potentiel, qu'on payait un certain prix déjà, mais que j'allais faire progresser. Et puis pour donner à cette équipe des qualités et des capacités sur 1 an, 2 ans qui suivaient, d'aller concurrencer les grosses équipes. Et c'est ce qui a été le cas. Et c'était un travail très, très intéressant. Après, ce qui m'a marqué en Angleterre, c'est le professionnalisme qu'il y avait. C'est-à-dire j'avais un effectif, une fois que l'entraînement démarrait, et c'était extraordinaire, il fallait presque les freiner parce qu'il y avait un engagement, une intensité de folie. Et j'avais peur qu'ils se blessent. Le respect par rapport à l'entraîneur, c'était boss, c'était mister, c'était respect total. Le comportement des joueurs, le comportement des publics, le comportement des dirigeants. Mais c'était vraiment très très professionnel et j'ai adoré ça. Et c'est vrai que le contraste pour moi, ça a été surtout quand je suis revenu en France. Et là, ça saute aux yeux avec un engagement qui n'est pas suffisant, avec un manque d'intensité, de régularité, d'état d'esprit nécessaire. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas dans le bon process, alors que là-bas, même les moins de 23 ans, ils sont dans un process très très professionnel. Il manquait un petit peu de sens tactique, mais dans l'engagement, dans le comportement, c'était irréprochable, c'était magnifique pour l'entraîneur. Et pour exercer son métier, c'était vraiment une fraîcheur extraordinaire que j'ai retrouvée là-bas. C'est des codes que vous avez essayé de transmettre une fois que vous êtes revenu en France aussi, justement ? Oui, on essaie, bien sûr qu'on essaie d'avoir un certain management, mais on ne peut pas avoir le même management parce que là-bas, les joueurs sont prêts et sont préparés parce que dès leur formation, ils sont dans un certain cadre. En France, c'est ouvert, on fait la place au talent, on pardonne tout. La société est différente également. Et c'est difficile, c'est très difficile pour les entraîneurs d'avoir un engagement, un comportement, un process de comportement et d'évolution chez les jeunes joueurs. Parce que tout est ouvert et il y a beaucoup de monde qui cherche à déstabiliser aussi tous ces jeunes joueurs, que ce soit à travers d'agents, de familles, d'amis, des joueurs qui sont sollicités à 15-16 ans pour quitter leur club. On doit lutter, entre guillemets, on doit essayer de rassembler quand on est entraîneur, alors que tout temps, à individualiser la performance du joueur, le comportement du joueur. Il y a l'arrivée par exemple des data, ce qui est nouveau. Il y a toujours eu des data. Et ce qui est nouveau, c'est que les jeunes joueurs ont pris ça comme argent comptant, je dirais, et on leur dit, mais pour faire un bon transfert, pour aller ailleurs, pour être sollicité, il faut que tu fasses tant de dribbles, tant de percussions, tant de frappes, tant de buts, etc. pour te faire remarquer. Et même si ça va au détriment du jeu collectif et de la performance de l'équipe. C'est pour ça que c'est pas facile pour l'entraîneur et les staffs maintenant. Parce que comme je disais, on veut individualiser la performance du joueur. Et l'entraîneur, c'est le seul qui rame à contre-courant avec son staff pour rassembler et pour donner une voix, un équilibre d'équipe, une façon de jouer
qui fait la qualité de jeu. Voilà, d'où la problématique du métier d'entraîneur maintenant. Comment on fait justement quand on a des jeunes talents, en tout cas en France ici, qui sont bourrés de talent et qui justement tactiquement peut-être sont moins bons, entre guillemets, ont du mal à s'adapter parce que justement ils veulent se montrer, parce que c'est ce qui les intéresse aujourd'hui. Alors vous parlez des datas, il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, forcément, un joli dribble va faire plus de vues qu'une simple passe ou un tacle. Ou voilà. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on gère également quand on est entraîneur ? On est obligé d'essayer de gérer, on est obligé d'être persuasif, mais on ne peut pas être persuasif en essayant d'imposer et puis c'est comme ça et pas autrement. Non, il faut expliquer et tous les jours il faut remettre le couvert, il faut constamment échanger avec les joueurs, lui montrer, faire du travail individuel également, développer le joueur dans différentes conceptions, garder ses qualités, s'il est capable de bien dribbler et de faire une différence, mais c'est très bien, ça va servir. Mais derrière, il faut que ce soit productif, il faut qu'il y ait un bon centre, il faut qu'il y ait une qualité de passe, il faut lever la tête, il faut que ça débouche sur quelque chose de concret et pas simplement d'éliminer. Et à la fin, il n'y a jamais rien au bout. Je veux dire, il faut terminer les joueurs. C'est pour ça, moi j'ai toujours aimé, dans toute ma carrière, développer des jeunes joueurs, prendre le temps, des joueurs de centre de formation, des joueurs qui étaient un peu perdus et qui n'avaient pas eu de centre de formation ou qui avaient loupé le coche. Et puis, beaucoup d'entre eux sont devenus internationaux, que ce soit en France ou dans d'autres pays africains ou autres. Et pour moi, c'est une fierté, mais au départ, il leur manquait quelque chose. Ils avaient des qualités, pour moi, très intéressantes de haut niveau, mais il y avait une ou deux qualités qui n'étaient pas suffisantes ou qu'il fallait corriger pour que le joueur puisse s'exprimer et atteindre du haut niveau et même du niveau international. Et c'est là où c'est intéressant. Donc il faut être patient, mais il faut obtenir des résultats en même temps. Oui. Et c'est ça, pour moi, que ça a été un petit peu mon fil conducteur toute ma carrière, d'obtenir des résultats, mais également de former des joueurs et de les revoir après dans toute l'Europe et dans les plus grands clubs. Et ça, c'est important. La formation, elle passe également justement par du travail tactique à entraînement, travail d'animation. Comment on travaille ça avec des joueurs qui ont encore besoin de travailler, qui manquent d'expérience en tout cas par rapport à d'autres ? On fait beaucoup de travail, c'est pas simplement des jeux, les entraînements ou du physique. Non, on intègre d'ailleurs le physique de plus en plus et le plus possible dans les séances d'entraînement avec ballon. Et puis derrière, c'est la qualité de passe. Dès l'échauffement, qualité de passe pour bien claquer ses passes, pied gauche, pied droit, toutes les surfaces, bien travailler, mettre de la vitesse dans le jeu en améliorant ses contrôles, en améliorant ses qualités de passe, parce que c'est ça qui va faire la différence. La technique permettra d'aller toujours plus vite qu'un joueur qui court le 100 mètres en 10 secondes. Encore une fois, on est omnibulé, même dans le recrutement, dans les centres de formation, pour des joueurs qui vont vite, qui ont de la puissance. Et après, on regarde éventuellement s'ils savent contrôler un ballon. Non, contrôler, ils doivent l'avoir. La priorité, c'est la technique, c'est la qualité de jeu, c'est la vista, c'est sentir le jeu. Et après, on regarde s'il a un support physique, parce que c'est vrai que le football en demande. Mais ce n'est pas le contraire. Et donc moi je me bats et quand je participe à différentes interviews, je me bats pour ça encore une fois, parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du beau football, c'est prendre du plaisir, c'est pas simplement gagner. Pour moi, l'Euro par exemple n'a pas été de qualité. À part 2-3 équipes comme l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne éventuellement, et des fois la Géorgie, parce que tant qu'ils ont joué au ballon, pas sur leur dernier match, ben voilà, c'était intéressant, mais sinon c'était trop de blocs, trop blocs défensifs, on essayait de jouer le contre, beaucoup de pertes de balles, manque de qualité technique, etc. J'ai trouvé décevant. Non, c'est un spectacle le football. Ouais. On ne doit pas oublier bien sûr le résultat, parce que ça tourne autour du résultat. Mais pour arriver à du résultat, je défends le parti de jouer au ballon. Ouais. Vous êtes plus
on va dire, dans ceux qui disent qu'il faut marquer un but de plus que l'adversaire? Pas essentiellement, non, parce qu'un joueur, moi je préfère travailler avec des joueurs qui ont une qualité technique vraiment, où ils sont très performants, ou des qualités d'élimination, vraiment des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et puis ces joueurs-là, je vais leur donner peut-être un petit peu de physique, je vais les finir pour qu'ils soient efficaces derrière, qui s'adaptent dans un collectif, définir un cadre de jeu dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer sans perdre leur qualité et en amenant leur qualité. C'est ça qui est le plus important. Donc je vais développer ça et pas, encore une fois, des joueurs qui arrivent, font leur expression individuelle et qui ne débouchent sur rien. Non. Et quand on regarde des équipes comme City, mais il n'y a pas que City. Moi, Liverpool avait un jeu également intéressant qui était sur le pressing, sur l'intensité, avec une qualité technique, Ouais. avec des joueurs performants qui étaient un peu plus verticales, qui était très intéressant également. Mais la verticalité, ça ne veut pas dire balancer, jeter le ballon, jouer des deuxièmes ballons et puis on verra ce qui se passe, ou pas jouer avec des joueurs qui ne sont pas capables d'aligner deux passes, de faire un contrôle ou d'avoir une gestuelle devant le but pour finir. On développe le joueur. Moi, je faisais beaucoup de séances individuelles pour les attaquants, pour les milieux de terrain, pour les joueurs de côté, latéraux et milieux et ailiers pour travailler la qualité de centre, travailler et la gestuelle pour terminer un but. Mais il y a 6-7 manières, 6-7 gestes différents pour le terminer le but. Si on donne cette force au joueur, mais il va avoir confiance en lui, il va le faire en entraînement, il va le reproduire en match. Je prends un exemple que les Niçois connaissent avec Alassane Plea, par exemple, que j'ai pris que je connaissais du centre de formation de Lyon, qui était barré, qui n'avait pas eu de chance. Je l'ai regardé, il a eu une formation à Lyon sur le côté. Et en le regardant encore une fois à Nice sur le côté, pour moi c'était insuffisant. Il ne passait pas, il avait besoin de s'exprimer avec plus d'espace. Et de suite, j'ai dit, pour moi, je vais te former attaquant. Mais il était, il était intéressant parce que ça lui permettait, avec son dribble chaloupé, de prendre les espaces. Mais il manquait de confiance et il était sous pression quand il était devant le but. Et il loupait des face-à-face, des buts où il n'avait pas encore la bonne gestuelle. Et on a travaillé là-dessus. On a fait beaucoup de séances individuelles. J'avais pris Guy Mengual pour animer ces séances-là. Je lui donnais les types d'exercices que je voulais. Après, il les mettait en place et il développait les siens aussi. Mais voilà, c'est de la répétition. Je pars du principe, et ça... On ne peut pas jouer, faire attaque-défense et puis dire débrouille-toi. Il y a l'expression individuelle aussi. Est-ce que tu es capable de finir, bien finir, de ne pas être sous pression, d'être calme? C'est ce qui fait la différence dans la surface ou aux abords de la surface. Mais pour ça, il faut donner des biscuits aux joueurs. Et il faut les développer. Et je suis parti du principe du tennis. Quand on veut travailler un coup droit, on fait un coup droit le long de ligne, on répète le geste jusqu'à ce que le joueur sente pourquoi il réussit ou pourquoi il ne réussit pas. Pareil avec un coup droit croisé. Et c'est pareil en football. On fait un enveloppé à ras du poteau et puis on travaille et on commence à sentir le geste. Et le joueur, au bout de quelques séances, va pouvoir se corriger. Pareil s'il frappe croisé, pareil s'il utilise son mauvais pied qui doit devenir un bon pied également. Il va travailler des louches, il va travailler des feintes de frappe et piquer son ballon. Il y a différentes sortes et il va prendre confiance parce qu'un attaquant, il surprend l'adversaire et il doit surprendre le gardien. Le gardien ne doit pas s'attendre, il ne sait pas comment il va évoluer. Et ça, on a travaillé avec Alassane et c'est devenu un avant-centre. Quand je l'ai mis avant-centre, il y a beaucoup, même d'anciens joueurs niçois qui rigolaient et
qui disait si lui devient un avant-centre, on mange un âne. Je ne sais pas s'ils ont mangé un âne, mais c'est devenu un excellent avant-centre. Et Athème, par exemple, quand on a travaillé avec lui, il avait l'habitude de crocheter, d'éliminer avec une capacité de 5-6 joueurs, si vous voulez. Et puis à l'arrivée, il y avait très peu de choses productives. Alors pour un but magnifique qu'il allait marquer sur 10 ou 15 tentatives, il y avait énormément de déchets. Et quand j'ai travaillé avec lui individuellement, un gardien, une figurine, prise de balle, il fixait la figurine et je lui faisais à la sortie travailler poteau rentrant avec enroulé, poteau croisé. Et le gardien savait où il allait tirer, mais il n'arrivait pas. Il avait une qualité et c'était quelque chose qu'il n'avait jamais développé. Il était inné, il avait des facilités, mais on était resté avec Athème simplement sur sa qualité de percussion et puis on laissait faire. Et il n'était pas mûr encore, et donc peut-être qu'il était moins maniable, qu'il était moins à l'écoute, mais il était un moment quand il est arrivé à Nice où il tombait sur quelqu'un qui voulait lui apporter autre chose, et il était en possibilité d'écoute parce qu'un petit peu en échec. Et donc son passage à Nice a été extraordinaire. Il a marqué plus de 20 buts, des passes décisives, des différences, et puis à la sortie de ses dribbles, mais c'était magnifique de le voir concrétiser. Et je pense que ça a été sa saison la plus productive, la plus régulière. Et c'était un gâchis pour moi de voir ce joueur à 28-29 ans sentir maintenant ce qu'il fallait faire à la sortie de ses dribbles, alors que si on avait eu ça à partir de 19-20 ans, c'était un joueur qui traversait les générations. On se rappelle très bien de cette vidéo qui a fait le tour de la France où vous étiez en train de travailler avec lui individuellement à l'entraînement au stade Chalarman, où justement vous mimez entre guillemets des situations de match, et devant le but il devait réussir à le plus possible en tout cas à cadrer, à trouver le chemin du filet. Vous parlez du tennis, mais c'est ce qu'on voit aussi en basket, dans le travail beaucoup de basketteurs le disent, ils font beaucoup de shoots à la fin d'entraînement ou avant d'entraînement. Et le danger, c'est de se dire on va faire des attaques-défense et ça va développer les joueurs. Non, parce qu'au départ, on met des contraintes aux joueurs, il doit passer un défenseur, il doit faire ceci, il doit faire cela. Ça vient après. D'abord, développer les joueurs. Et dans les centres de formation, la post-formation doit être très importante. Développer le joueur individuellement. Après, on le met dans un cadre collectif. Après, il doit s'exprimer face à des défenseurs. Mais s'il ne sait pas s'exprimer techniquement, il ne va pas le mettre sous contrainte. Il va aller sur ce qu'il connaît. Il n'y a pas de développement. Vous êtes vite passé de joueur à entraîneur. J'ai voulu savoir un petit peu quelles étaient vos inspirations et comment est-ce que vous avez eu rapidement cette sensibilité avec le fait de devenir entraîneur. Au départ, j'étais encore joueur. Je m'étais mis d'accord avec le président Campora à l'époque. Et dès mon arrêt, je devais prendre la direction du centre de formation de Monaco. Et puis, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Pour différentes raisons quand j'ai arrêté, parce qu'il y a eu des imprévus. Je ne ferai pas d'épilogue dessus, mais je me suis retrouvé un peu sans rien, parce que moi, c'était développer les joueurs, c'était là où je sentais que je pouvais m'exprimer, et pas du tout de faire une carrière d'entraîneur professionnel. Mais voilà, j'ai pas eu cette possibilité, alors qu'on avait prévu ça. Et d'ailleurs, il ne me proposait rien à la fin. Et puis, c'est Jean Tigana qui avait besoin d'un préparateur physique. Et 15 jours avant la reprise, il m'a demandé si ça m'intéressait. Je dis, écoute, oui, mais j'ai jamais... je manque de fond, quoi, de savoir ce qu'il faut faire exactement. Et donc, il me dit oui, mais on prendra quelqu'un. Et c'est Jacques Devime, qui était entraîneur national à la Fédé, qui est venu m'apprendre le métier. Et donc, j'ai commencé à prendre mes partenaires et à leur faire des séances. Et puis très vite, comme Jean Tigana me l'a permis,
j'ai pris beaucoup de l'entraînement et je faisais une majorité de l'entraînement, de la conception. Je mettais tout en place et pas simplement le physique, que ce soit sur des aspects de tactique ou de forme jouée. En fait, Jean Tigana prenait un peu de recul, ça lui permettait d'avoir le management déjà avec le joueur et moi j'étais dans les séances. Et puis, petite anecdote, c'est qu'au départ, ils voulaient 18-19 joueurs, pas plus. Et on avait des jeunes joueurs, je trouvais très intéressants. Et je dis, Jeannot, ça serait intéressant que tu les prennes à l'entraînement. Il m'a dit, mais oui, mais ils ont encore besoin de travailler. Je dis, mais pas de problème, je ferai des séances supplémentaires avec eux. J'irai les revoir avec la réserve, je les coacherai, etc. Mais si tu dois t'en servir dans l'année, ben, ils auront l'habitude déjà d'évoluer avec les pros et c'est du temps gagné. Et ces joueurs-là, j'ai fait un mini-groupe et ces joueurs-là, c'était Christian Ball, c'était Thierry Henry, c'était Trezeguet, c'était Gilles Grimandi, il y avait Stambouli qui était plus vieux, il y avait Dos Santos, un latéral gauche. Enfin, voilà, j'avais 7-8 joueurs que je suivais. Et on travaillait des aspects techniques, tactiques, physiques, et je continuais à développer. Et finalement, bien nous en a appris parce que ces joueurs-là, comme Trezeguet notamment et Thierry Henry, à la fin de la saison, ils ont fait la Coupe du Monde. Non seulement on a été champion, mais ces deux joueurs qui au départ ne devaient pas faire partie de l'effectif, ont joué la Coupe du Monde. Et j'ai une toute dernière question. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être un avis sur la nouvelle école française, j'ai envie de dire, au niveau des entraîneurs, dont fait partie d'ailleurs votre fils qui entraîne dans le département. Voilà. Est-ce que vous avez un petit avis sur ce qu'on appelle l'école française? Mais moi, je trouve qu'on doit plus se faire entendre au niveau de nos entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui ont beaucoup de qualité. Beaucoup d'entraîneurs avec d'expérience qui sont à la recherche d'un club et qui ont eu d'excellents résultats. Et puis des jeunes joueurs, des jeunes entraîneurs talentueux qui méritent également leur chance. Et quand je vois beaucoup, je dirais, de propension à donner leur chance à des jeunes entraîneurs qui n'ont aucun bagage, qui ont entraîné un petit peu quelques mois en championship ou quelques mois en Turquie et qu'on retrouve à la place de nos entraîneurs, je trouve ça dommageable. Dommageable parce que c'est simplement des directeurs sportifs étrangers qui sont à la tête de nos clubs, qui sont venus avec les fonds, qui dictent leur bon vouloir et disent eh bien, tiens, on va prendre le championnat français un petit peu comme laboratoire et puis on va voir ce qu'ils donnent. Mais ça, je ne peux pas accepter ça. Ça veut dire que notre championnat, c'est un laboratoire. Pourquoi on ne trouve pas ces entraîneurs-là en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou quoi que ce soit? Et on les retrouve en France. Parce qu'on se dit que c'est un championnat avec des jeunes qui va être mineur par rapport au nôtre et on va pouvoir faire notre tambouille et faire des essais. Alors qu'on a de la qualité chez deux entraîneurs. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Pour conclure, Claude, quelle est votre actualité et puis surtout, est-ce que le terrain vous manque? Je ne sais pas, comment dire, là vous m'interviewez, je suis passionné, j'adore parler football. J'aurai un effectif à ma disposition, je serai de nouveau à 24 heures sur 24, concentré dessus, à tout donner, parce que j'ai aucune relâche, et même mes vacances sont au football. Et là, j'ai pris un petit peu de temps pour penser à ma famille, voir mes petits-enfants grandir. J'ai pris peut-être des mauvaises habitudes, je ne sais pas, mais j'ai enchaîné joueur, entraîneur, sans discontinuer, et je prends du plaisir. Donc pour repartir, oui j'ai envie, mais pas repartir en bas de l'échelle, pas avec des moyens qui me permettent de retrouver la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe, ou de prendre une équipe nationale mais tout en restant en Europe. Voilà, c'est ce genre de défi qui m'intéresse.
Si j'en ai la possibilité, j'y souscrirai bien volontairement. Sinon, je suis également posé et bien dans ma vie de tous les jours. Merci beaucoup Claude, merci beaucoup Jules pour ce magnifique entretien. Merci au Gaglio également de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette interview. Et puis Monsieur Puel, peut-être on se croisera autour d'un terrain ou peut-être un match de votre fils à Cap d'Aille. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit entretien. Ouais, merci beaucoup pour votre expertise et vos informations. Et on se retrouve très bientôt sur ActuFoot Podcast. À bientôt.